Un pavé dans la mare en plein salon aéronautique du Bourget. François Nénin, spécialiste de l'aviation, est notre invité. Il publie un livre terrifiant qui s'appelle « Ces avions qui font peur ». Alors vous dénoncez finalement des avions poubelles. Vous dites c'est terrible de prendre l'avion, attachez votre ceinture, on prend tous les risques en prenant l'avion. Alors, pas toutes les compagnies sont des compagnies poubelles. Hein. Et on n'est pas égaux d'ailleurs devant la sécurité aérienne. L'Afrique, par exemple, c'est 20 fois plus d'accidents que l'Europe. Mais aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait de nouveaux accidents parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui s'affranchissent des règles de sécurité. Oui, et pourtant on dit que l'avion, c'est le moyen le plus sûr finalement de voyager. Mais on va voir des images, voilà ce qui peut arriver. Ces images-là, est-ce qu'on les voit régulièrement? Des images de crash? Alors, il y a beaucoup de crashs qui ne sont pas médiatisés. On ne le sait pas, mais en fait, il y a 90 crashs par an. Alors, ça peut paraître beaucoup. En même temps, il y en a certains qui disent que ce n'est pas énorme, finalement. Mais dans 25% des cas, il y a des morts à l'arrivée. Et il y a aussi tous ces incidents qui arrivent chaque année dans les compagnies aériennes, chaque semaine, pardon, et qui sont les précurseurs de crash à venir. Parce que quand on étudie un crash, on s'aperçoit que généralement, il y avait ce qu'on appelait des cas sentinelles. C'est tous ces incidents qui annonçaient l'accident. Vous racontez des cas terribles, par exemple, d'un passager qui voit bien qu'il se passe quelque chose d'anormal dans l'avion, on l'empêche de descendre, l'avion décolle et il s'écrase. Alors ça, c'est terrible. C'est le crash de Madrid, août 2008. L'avion est tombé en panne, il retourne au parking, le passager pressent qu'il y a quelque chose d'anormal. Il demande à descendre, on lui dit non monsieur c'est trop compliqué, ça va prendre 1 heure, faites sortir votre bagage, etc. Il envoie un SMS à sa femme pour lui dire qu'on lui refuse la possibilité de descendre. Quelques minutes plus tard, l'avion tente de décoller, les pilotes ont oublié de sortir les volets par la précipitation, parce qu'ils sont en retard, parce qu'il y a un trafic monstre à Madrid à ce moment-là. L'avion est catapulté sur la piste, il prend feu et il y a 150 morts. Ouais. Alors François Nénin, vous décrivez donc cette situation, vous dites qu'il y a une omerta. On ne dit pas la vérité aux passagers pour des raisons commerciales, on ne veut pas dire. Cette omerta, elle remonte à longtemps, surtout en France. J'ai pu interviewer un juge d'instruction après le crash d'Absheim en 1988. Un avion d'Air France, c'était les premiers Airbus A320 qui se crashent dans une forêt. Eh bien, il y a un émissaire du ministère des Transports qui est venu lui dire « pas touche aux intérêts économiques d'Airbus ». Donc cette omerta, elle est généralisée dans le transport aérien. Je raconte l'histoire de ce pilote d'Air Austral qu'on a forcé à décoller alors qu'il y avait un cyclone qui se rapprochait de la Réunion. On lui a brisé sa carrière, il est aujourd'hui en arrêt maladie. Eh bien, malheur à ceux qui disent la vérité sur ce secteur. C'est un secteur complètement confiné. Il est très difficile d'arriver à enquêter et à faire sortir des informations de ce secteur. Alors vous parlez d'Air France, vous parlez évidemment du crash du Rio-Paris. Est-ce qu'on a vraiment su toute la vérité ? Alors, on a beaucoup d'éléments déjà. Déjà, on les a eus très tôt après le crash, finalement, parce qu'il y a ces messages de panne qui ont été envoyés automatiquement par l'avion. On sait bien qu'il y a eu le gel de ces sondes pitot qui aurait dû être remplacé, parce qu'il y avait déjà des incidents. C'est ça tout le malheur de ce crash. On sait qu'il y avait un problème de formation de l'équipage. On sait qu'il y a eu un big bug informatique dans le cockpit. Et puis, après, il y a ce problème de formation. Il y a ces pilotes qui ne pilotent plus, qui font confiance aux automatismes parce que c'est moins cher, c'est des coûts de formation moins élevés. Et ce crash, il devrait nous amener collectivement à une remise en cause des pratiques de l'aérien. Ce qui n'a pas été le cas, selon vous. Il n'y a pas eu de remise en cause. Selon moi, non. On est dans un pays qui construisons des avions, on est dans un pays qui a beaucoup de mal à remettre en cause et à faire de vraies enquêtes. Le bureau enquête-analyse, il devrait être rattaché, comme aux États-Unis, il devrait être rattaché à l'Assemblée nationale ou à l'Europe, mais certainement pas au ministère des Transports. Oui, vous dites même, vous avez des titres terribles, vous dites les copains d'abord. C'est ça, les titres des chapitres. C'est l'histoire, effectivement, de 4 jeunes étudiants de Polytechnique, promotion 64, qui sont tous devenus les patrons de l'aérien en France. Un patron de la DGAC, l'autre à Airbus, et le troisième à Air France. Et puis, ça a été les chaises tournantes pendant des années. Donc, on ne peut pas en sortir, parce que l'un avait la mission de contrôler l'autre, et puis finalement, on s'aperçoit que rien ne se faisait. Oui, vous racontez dans ce livre le burn-out des pilotes, l'épuisement, le nombre d'heures. Et ce nombre d'heures de pilotage va devenir de plus en plus grand jusqu'à l'épuisement et finalement à mettre en danger les appareils. Oui, parce qu'on dit souvent que ça se passe de l'autre côté, de l'Europe, en Afrique, etc. Non, là, il y a un projet européen qui va être voté au Parlement en août prochain. Il prévoit qu'un pilote puisse travailler pendant 22 heures. Alors, je ne sais pas si vous imaginez l'état dans lequel sera le pilote quand il posera l'avion
22 heures après avoir démarré. Alors, dans ces 22 heures, il y a 8 heures de temps de réserve. C'est l'équipage qui attend qu'on le déclenche pour remplacer un autre équipage. Mais il y a 14 heures de vol derrière. Et donc, si on additionne, ça fait 22 heures. Ce n'est pas... toutes les études scientifiques montrent qu'au bout de 10 heures, la tension se relâche, on ne peut pas piloter correctement et surtout faire face à une situation critique. Oui. Et ça, c'est un projet, c'est le vent du libéralisme là, qui souffle sur l'Europe, et c'est un projet qui sera voté au Parlement en toute discrétion, comme d'habitude, dans les affaires aériennes. Alors, vous racontez des choses, des anecdotes, mais parfois amusantes. Il y a même eu des striptease dans les cockpits. Il y a des genres de choses qui se passent dans les avions que les passagers ignorent finalement. Complètement. Alors, vous dites même qu'à un moment, au lieu d'écouter la radio de la tour de contrôle, ils écoutent la radio FM, ils écoutent Mike Brandt. c'est ça, c'est le crash de Quiberon. C'était un avion, une compagnie Air Proteus qui a depuis été absorbée par Air France. Voilà, alors ils ont fait un vol à vue pour aller tourner autour d'un paquebot pour le montrer aux passagers. Et puis, ils n'écoutaient plus la radio. Enfin, ils écoutaient effectivement Mike Brandt, Sardou. Oui, c'est ça. C'est du délire, C'est terrible, c'est vrai, hein. c'est terrible. On a l'impression, on mettrait ça dans un film, on n'y croirait pas, mais c'est la réalité, c'est le rapport d'enquête qui le dit. Et puis, effectivement, il y a ces striptease dans le cockpit. Ils sont encore sur Internet, c'est la compagnie AOM. Alors, Il y a eu des striptease dans le cockpit. dans les cockpits filmés sur des vols long courriers, et on voit les pilotes qui ne pilotent plus, qui regardent plus les instruments. On imagine qu'ils ne regardent plus les Voilà, instruments. donc oui. en cas de situation critique, en cas d'appel du contrôle aérien, voilà, ils sont plus au pilotage. Alors vous effectivement. appelez les médias et les experts les chiens de garde de l'aérien. Vous n'êtes pas gentil avec nos confrères, hein? Alors, le problème, ce sont les confrères qui ne veulent pas enquêter sur l'aérien. Sur l'histoire d'Air France, moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser, il y a plusieurs années, il y a des rapports qui sortaient. En 2005, il y a un chef pilote qui tire la sonnette d'alarme, qui rappelle alors tous les pilotes, qui leur dit sommes-nous toujours présents dans le cockpit? Il y a des pilotes qui décollent avec des alarmes qui montrent que les reverse, les inverseurs de poussée, ne sont pas verrouillés. Il y a des pilotes qui décollent avec des alarmes no-go, ça interdit formellement le décollage. Ils tirent la sonnette d'alarme. Ensuite, il y a un rapport en 2006, le rapport Collin, qui montre qu'il y a des problèmes de sécurité des vols à Air France. Personne n'en a fait état. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que je ne sois pas le seul à enquêter sur l'aérien, que Oui. on enquête Mais tous parce qu'on sur dit ces toujours compagnies c'est le aériennes. moyen de transport le plus sûr, c'est toujours ce qui est répété tout le temps. Ça, c'est la tarte à la Oui. crème. C'est un poncif qu'on nous a imprimé dans notre ADN de passager. Mais quand on regarde bien, c'est aussi sûr, c'est vrai, aussi sûr que le train, il faut bien le rappeler. Et puis, il y a quand même 90 accidents par an. Merci François Nénin, ces avions qui nous font peur, que ça ne vous empêche pas de partir en vacances. Les dossiers noirs du transport aérien publiés chez la collection Enquête chez Flammarion. Merci d'avoir été notre invité. Merci.